D'accord. Le retour. Voilà, mais c'est parti pour ce ZCL de ce jeudi 4 octobre 2017. On ne veut pas débuter encore avec une mauvaise nouvelle, mais semble-t-il qu'il y a eu un accident très grave, pas loin d'ici, pas loin de Jarry. Une fois de plus, on peut recommander l'attention surtout aux téléspectateurs, mais pas seulement aux téléspectateurs, mais surtout aux gens qui sont sur la route. Et puis, on nous signale qu'il y a eu quelques petites difficultés dans la circulation, n'est-ce pas, Mandy? Vous avez vu ça? Oui, c'est le cas, effectivement. La route menant vers Destrélan, où j'ai pu apercevoir à peu près 3 ambulances. Donc il semblerait qu'effectivement que les dégâts sont plutôt graves. Je crois même qu'on va avoir quelques images. Sinon, eh bien, on dit bonjour quand même à tous nos téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, de France, de Guyane, de Marie-Galante. Je ne sais pas si à Saint-Martin on commence déjà à nous reprendre, mais enfin, si le tonnerre est arrivé, c'est que le tonnerre, c'est le bateau, le fameux, le BPC tonnerre qui est arrivé à Saint-Martin, c'est que les choses commencent à aller un peu mieux, même si tout n'est pas satisfaisant. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler encore de la semaine bleue, mais de notre point de vue, puisque nous avons 2 personnalités de centre hospitalier de Capesterre-Belle, nouveau centre tout neuf, même pas un mois, Madame Katrina Plumet, avec un prénom qui laisse arriver, et Monsieur Jean-Claude Mouandal, qui est coordonnateur des soins. Tous les deux, nous allons parler de l'EHPAD, mais aussi de cet hôpital, centre hospitalier qui vient tout juste d'ouvrir. On recevra plus tard Nati Montella, qui est une danseuse, qui est venue nous parler d'un festival Bleu Outre-mer, qui a lieu à partir du 25 octobre. Et puis nos chroniqueuses habituelles, Jocelyne Nampouy, Coco Isabrico, Martine Spazer, pour la culture selon Martine. Mais c'est tout pour les invités, il y en a quand même pas mal. Mais l'actualité, c'est Mandy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent également en direct donc de Radio Attention 89.8. Voyons donc ce qui fait l'actualité en ce mercredi 4 octobre. Eh bien, comme je vous le disais, nous annoncions donc l'arrivée du navire, le BPC Tonnerre est arrivé aux Antilles. Il a transporté notamment, outre des vivres et des capacités d'hébergement, mais de nombreuses capacités de déblaiement. Eh bien, nous ferons la visite ensemble tout à l'heure. Et également le Rotaract, le club Rotaract donc de Pointe-à-Pitre, partenaire des clubs de Rotary de Guadeloupe, eh bien, poursuit sa mobilisation solidaire en soutien à la Dominique ravagée par l'ouragan Maria. Nous verrons qu'un prochain déplacement est prévu donc vers ces îles. Et enfin, le Forum des métiers qui se passe en ce moment même donc à Fouilleul. C'est donc la 7e édition, mais nous verrons les images dans un instant. Et aussi les premières rencontres régionales scientifiques qu'on a reçues hier. Un invité. Alors on va parler de cet hôpital de Capesterre-Belle, ouvert il y a moins de mois, un mois déjà, ça passe vite, Monsieur Moindal. Oui, ça fait un petit peu plus d'un mois. Oui, nous avons eu l'inauguration de l'hôpital, avec effectivement le transfert de l'hôpital local vers le nouveau site de Saint-Sauveur. Et prochainement l'ouverture de l'EHPAD, de l'établissement d'hébergement de personnes. C'est une question de circonstance, le cyclone ne vous a pas trop embêté? Mais disons que ça nous a permis de voir un petit peu la solidité. Puisque alors ça a résisté finalement? Ça a résisté, oui, ça a résisté. Et nous avons joué un rôle important puisque nous avons gardé nos patients, mais nous avons aussi hébergé certains patients, un certain nombre de patients du CHU et des CECAS des différents territoires de la Guadeloupe. Catherine Plumet, vous êtes un peu chargée de communication de cet ensemble. Comment se passent les choses d'une manière générale aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a, M. Céleste était venu ici, il y a eu quelques petites difficultés au départ pour le transfert. Tout est OK maintenant? Écoutez, vous savez, comme tout déménagement, y compris personnel, on prend toujours un petit moment pour prendre ses marques. Mais je crois qu'aujourd'hui, le plus gros a été fait. On continue de s'approprier encore plus de ces locaux qui sont beaucoup plus grands que les anciens. On passe en fait de la boîte à chaussures à une très très grande armoire en tout cas. Donc forcément au départ il y a des petits couacs, mais je crois que finalement chacun prend ses marques et voilà, les choses s'installent petit à petit. Alors, M. Brandal nous parlait de l'EHPAD. Alors, on l'avait découvert quand on avait reçu ici M. Céleste. Alors, comment ça s'explique? Dans un hôpital qui a un EHPAD, ce sont deux entités différentes ou c'est la même entité? Mais disons que c'est l'entité, c'est le centre hospitalier de Capesterre-Belle, et en son sein, effectivement, nous avons un secteur sanitaire, l'hôpital, et plus, effectivement, un secteur médico-social avec l'EHPAD, et attenant à l'EHPAD, un accueil de
de jour, un pôle d'activité de soins adaptés. Donc c'est au sein du même établissement que nous avons ces deux entités, avec ces deux secteurs. Et c'est gérable? C'est gérable puisque nous sommes sur les mêmes cœurs de métier. C'est vrai que d'un côté, nous sommes plus particulièrement sur l'hospitalisation, sur le côté sanitaire et sur le côté médico-social, sur l'hébergement et l'accompagnement, mais un accompagnement qui est médicalisé, donc c'est gérable puisque nous avons deux populations qui sont des personnes âgées, oui, mais aussi nous avons du personnel qui, autant le même personnel que nous avons sur le secteur sanitaire et sur le secteur médico-social. Je vous pose la question à vous deux, que Mme Katrina Plumet disait que cet hôpital était bien sûr bien plus grand que l'ancien. Ça veut dire que vous avez augmenté aussi votre personnel? Bien sûr, c'est-à-dire que forcément, dans la mesure où vous changez de dimensionnement d'activité, le personnel est fonction de l'ouverture des lits. Plus vous avez des lits... Mais combien de lits en fait alors, M. Mondal pourrait répondre à ça. Oui, alors sur l'hôpital, le secteur sanitaire, oui, aujourd'hui nous avons 70 lits et places, hein, et sur le secteur médico-social, qui va ouvrir lundi prochain, oui, nous avons 102 places et lits. Ah, quand même, alors on disait que c'était un hôpital 4 étoiles, c'est ça? Vous m'étonnez. Je sais la semaine que vous avez dit ça. Monsieur Régent. Monsieur Régent, Monsieur Régent, pardon. Monsieur Régent qui nous disait ça. Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est un établissement qui est novateur par rapport aux autres établissements hébergeant des personnes âgées en Guadeloupe. Donc forcément, on est un peu les fers de lance. Le cadre est différent, le cadre est très différent. Le cadre, les technologies qui y sont employées, oui, et donc oui. La qualité du service aussi? Eh bien, nous espérons, nous y travaillons en tout cas, oui, tous les jours. Oui. Alors, pour cette semaine bleue, comment ça s'organise chez vous? Alors, la semaine bleue, chez nous, elle est organisée autour de plusieurs temps forts, je dirais, dont 3 principaux. Donc, il y a eu l'ouverture, on va dire le coup d'envoi général qui a été lancé, bien entendu, par le conseil départemental. Oui, tout à fait. Et donc, nos usagers ont participé à cet événement, ils se sont déplacés. Mais en interne, nous avons eu, mis à part l'introduction du directeur, nous avons 3 temps forts. Donc, un qui s'est passé hier. Donc, c'était un atelier avec les patients autour du cas. Donc, c'était une découverte, voilà. Le tout encadré par un art thérapeute, donc qui est formé justement aux techniques de stimulation on va dire des capacités cognitives des personnes âgées. Également, nous avons eu un autre temps fort qui a eu lieu ce matin, de 10h à midi, avec la psychologue de l'établissement qui a assuré une conférence débat assez interactive sur la mémoire. Et le temps fort, je dirais, en tout cas, on va clore la semaine vendredi, oui, avec un 3e temps fort qui sera autour du bien manger pour mieux vieillir, voilà, puisque quand on mange mieux, ben, on vieillit dans de meilleures conditions. Quand vous faites ce genre de manifestation, ça concerne uniquement les gens qui sont hospitalisés ou le grand public? Parce que bien manger pour bien vieillir, je crois que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, mais vous avez tout à fait raison, puisque justement, nous avons ce matin, la conférence de ce matin, nous avions des personnes de l'extérieur qui se sont déplacées, des associations que nous avons invitées, de personnes âgées, et ces personnes âgées ont participé au même titre que les patients de notre centre hospitalier. Alors, on me disait avant hier, on ne dit plus personnes âgées, on dit seniors. Oui, on dit seniors, c'est vrai. Les termes évoluent, mais la condition reste. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Alors notre objectif, c'est bien sûr d'ouvrir l'hôpital vers la ville, hein, puisque et dans le cadre de la manifestation de la conférence de vendredi, mieux manger pour mieux vivre, nous avons associé les maraîchers du territoire, et plus particulièrement de Capesterre, qui viendront effectivement présenter leurs produits. Donc il y a une organisation avec un certain nombre de stands qui sont dédiés pour les maraîchers et qui vont s'associer à cette conférence débat sur mieux vivre pour mieux manger, ce qui montre bien que l'interaction, nous sommes en interne pour les patients, pour les résidents, le personnel, mais aussi nous sommes ouverts sur la ville et nous avons invité dans ce cadre l'ensemble des associations, des bénévoles et bien sûr de la population. Alors ça signifie que les diététiciens de votre hôpital tiendront compte de ce bien vivre pour bien manger ou l'inverse? Bien sûr, puisque déjà au sein de notre établissement, vous savez que les établissements
établissements de santé sont contraints à certaines normes, qui s'appellent des normes par rapport à HACCP. Et nous avons choisi au sein de notre établissement de garder les repas chauds, qui sont plus adaptés pour la personne âgée, puisqu'il y a la liaison froide, mais aussi la liaison chaude. Et après une enquête auprès effectivement des usagers, nous avons effectivement voulu garder les repas chauds. Et lorsque nous faisons les repas chauds, nous les faisons le jour même, et nous mettons effectivement, nous intégrons ce qui est culturel, les produits du terroir, les produits que nous avons en Guadeloupe, pour qu'il n'y ait pas effectivement déjà ce décalage, puisque c'est aussi l'hébergé, le résident qui a choisi de venir dans notre établissement, il doit garder ses habitudes de vie. Et ses habitudes de vie, c'est aussi ses habitudes alimentaires. Alors concrètement, vous avez dit au ligname, les malangas et tout ça, c'est d'actualité chez vous? C'est d'actualité, et c'est intégré dans effectivement le programme, le repas de la semaine et ce que nous présentons comme prestations alimentaires. Alors autre chose, oui madame. Oui, j'allais juste ajouter concernant le repas, c'est que nous sommes assez fiers des repas qui sont produits, puisque le personnel de l'hôpital aussi, c'est vrai que c'est l'heure de manger, mais c'est vrai que le personnel de l'hôpital apprécie également beaucoup ces repas, puisque ce sont des repas qui sont faits tous les jours avec des produits vraiment du terroir, dont nous avons l'habitude, qui ont du goût, et j'insiste beaucoup, puisque la cuisine hospitalière a souvent mauvaise presse, mais je ne peux pas inviter les gens à venir à l'hôpital, puisqu'on souhaite qu'ils restent en bonne santé, mais en tout cas, s'ils viennent à Capesterre-Belle-Eau, ils auront la chance d'avoir d'excellents repas. D'accord. Voilà. Et vous, uniquement pour l'hôpital, ces repas, c'est pas dispatché à l'extérieur, non? Alors pour le moment, ces repas sont servis en interne. Certains hôpitaux font ça, ils revendent leurs services à des écoles ou à d'autres lieux. Non, c'est pas prévu chez vous. C'est peut-être une piste de développement. En tout cas, pour le moment, elle n'est pas effective. Voilà, c'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas. Oui. Alors, vous avez dit qu'il y avait 3 temps forts, mais le 4e, c'est l'ouverture de l'EHPAD. Bien sûr, c'est l'ouverture de l'EHPAD, parce que nous sommes programmés, et cette ouverture est programmée à lundi 9, lundi prochain. Donc nous avons eu la conformité, l'autorisation. Aujourd'hui, nous avons un médecin coordonnateur qui est présent, et nous avons donc les admissions, l'accueil, et se fera à partir de lundi prochain, lundi 9. Les dossiers sont clôturés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place aux personnes? Disons que la question, nous sommes aussi là pour promouvoir notre EHPAD, l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau, parce que c'est quand même un EHPAD. Ça s'appelle l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau. Alors ça s'appelle l'EHPAD Nous Grand Moon. Nous Grand Moon, c'est un choix qui a été fait suite à un concours présenté, où il y avait plusieurs effectivement appellations, et c'est celle-là qui a été retenue. Alors c'est un EHPAD de 102 places, donc nous sommes aussi là pour promouvoir, puisque nous avons une file active. Il y a effectivement beaucoup de demandes. Après, il y a l'instruction des dossiers avec au niveau du conseil départemental. C'est un peu plus long, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de visites, beaucoup d'appels pour effectivement des familles, des enfants qui veulent effectivement faire accueillir leurs parents, leurs aînés au sein de l'EHPAD Nous Grand Moon du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Madame Bernos de l'APA que nous recevions la semaine, enfin début de semaine, on lui faisait la remarque, on disait que les EHPAD coûtent très très cher. Capesterre-Belle-Eau, ça va être dans la norme aussi? Disons que Capesterre-Belle-Eau, oui, c'est la norme, puisque Mme Bernos a peut-être précisé aussi que c'est le département. C'est une notification au niveau du département. Là, nous sommes sur 120 € par jour, ça fait 3 600 € par mois. Alors, il faut dire que l'EHPAD... Il faut dire que l'EHPAD... C'est plus cher qu'à Creole Beach. Mais une précision quand même, c'est que l'EHPAD, nous sommes sur un EHPAD, un établissement public, c'est un EHPAD public, 100% aide sociale. Ça veut dire que effectivement, il y a la retraite de l'hébergé, et il y a une participation, une forte participation du département, bien sûr des ayants droit, des obligés alimentaires, mais du département. Nous sommes habilités à 100%. Ça veut dire que nous aurons aussi des hébergés, des usagers qui seront pris en charge dans le cadre de l'hébergement au niveau de l'EHPAD à 100%, avec le dispositif mis en place avec le conseil départemental. Alors en matière d'animation, vous parlez de Goukaï que vous avez organisé, mais pour les gens des EHPAD, pour ne pas s'ennuyer, vous avez prévu aussi un programme d'animation? Justement, quand on a réfléchi à ce projet d'EHPAD, forcément, on a prévu ce qu'on appelle un projet de vie sociale. Nous avons prévu également un plan quinquennal, sur 5 ans,
pour que la personne âgée reste, je dirais, actrice de sa citoyenneté vraiment jusqu'au dernier souffle. C'est-à-dire inclure, comme disait M. Mandal, cette personne dans son milieu, c'est-à-dire là où elle vivait, faire l'hôpital venir dans la ville et inversement. La ville dans l'hôpital. C'est vraiment, nous travaillons en partenariat avec les différentes associations de Capesterre-Belle-Eau et du territoire, justement pour permettre aux personnes âgées de sortir. L'EHPAD, ce n'est pas une prison. On y reste libre d'y aller et de venir. Et donc, à ce titre, nous avons souhaité que les personnes âgées conservent leur vie sociale au maximum. Et c'est pour ça que nous avons choisi comme thématique de projet de vie sociale, le monde est à nous. Donc il ne s'agit pas de vivre enfermé dans une chambre. Non, l'EHPAD n'est pas un mouroir. Donc il faut que les Guadeloupéens comprennent que c'est fini le temps où on était... on déposait sa personne âgée et puis c'était fini, on n'en parle plus. Non, il y a des gens qui sont formés à ça. Nous avons des animateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure, Monsieur Dupuis, c'est un art thérapeute. C'est quelqu'un qui est formé à l'animation, mais enfin, et particulièrement sur certaines pathologies également. Donc non, la personne âgée ne sera pas dans un désert enfermé tout seul, non, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui est prévu et avec des sorties à la plage, des sorties à la rivière, tant que la personne peut, on va privilégier toutes les possibilités, tout ce qu'elle peut encore faire, et bien on met l'accent sur ça pour qu'elle puisse sortir et également pour que ceux de l'extérieur qui n'ont pas justement la possibilité, ceux qui ne peuvent pas sortir parce que les conditions physiques ne peuvent pas, et bien permettre à d'autres de venir les voir. Et donc ainsi favoriser les liens en intergénération. Il faut savoir que même si on n'avait pas encore ouvert l'EHPAD, quand nous étions dans l'ancien centre hospitalier, nous travaillions en partenariat avec les écoles primaires de Capesterre-Belle-Eau qui régulièrement venaient à l'hôpital pour chanter, pour réciter des poésies. Donc il y avait les classes de CP à CM2 et les directrices, nous travaillions en partenariat avec eux, elles mettaient un point d'honneur à venir. Donc ce lien sera préservé, même si nous sommes un peu excentrés par rapport à la ville maintenant. Les personnes âgées conserveront leur vie sociale jusqu'au bout. En tout cas, c'est notre ambition. Alors, vous savez, au moment où vous parlez en ce moment, il y a pour moins une vingtaine de milliers de personnes qui vous regardent ici et ailleurs. Vous leur dites quoi par rapport à cette EHPAD ? S'ils ont un parent qui traînait, qui n'a pas trop envie, qui se posait la question, est-ce que vous ne mettez moi dans pour que moi, etc., vous leur dites quoi ? J'aurais envie de dire que nous avons une expérience, nous avons une expertise, puisque nous travaillons depuis bien longtemps avec les personnes âgées. Nous sommes spécialisés sur les personnes âgées et plus particulièrement sur l'EHPAD. Nous avons plusieurs types de prise en charge, puisque sur les centres de place et lits, nous avons une prise en charge pour les pathologies polyvalentes d'une capacité de 62. Nous avons aussi une capacité de 40 places et lits pour la maladie d'Alzheimer et pour les usagers qui sont atteints de pathologies, de maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Nous avons aussi 7 lits d'hébergement temporaire parce que nous connaissons la problématique des aidants en termes de répit. Dans ces lits d'hébergement temporaire au niveau de l'EHPAD, nous pouvons proposer un programme, un hébergement à la semaine, d'une semaine à 3 mois. Ça peut aider les aidants familiaux. Donc nous avons, et puis en complément de ce que disait Madame Coman, c'est vraiment, nous avons déjà anticipé sur notre projet d'animation et de vie sociale. En fin de compte, c'est la croisière à Capesterre. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que nous avons voulu, nous avons voulu mettre en place un métier, une coordinatrice du projet de vie sociale qui va suivre le projet, parce que nous avons fait le constat que beaucoup de structures ont des projets, mais que ça ne vit pas. Là, il va vivre et nous avons un programme quotidien, journalier, avec effectivement la participation des hébergés, une forte participation des hébergés sur tous les ateliers. Donc quelque part, je voudrais dire que l'EHPAD aujourd'hui, et vous avez commencé très justement en disant que nous avons
nous sommes innovants, nous avons aussi un outil multimédia lors de l'inauguration, vous l'avez vu, parce que dans ce lien intergénérationnel, nous avons des aînés, jeunes aînés qui sont connectés, donc sur cet outil multimédia qui est individualisé dans les chambres normées, ils ont la possibilité de rentrer sur Google, d'avoir la télé, d'avoir le téléphone individuellement. C'est vraiment, nous avons voulu sur Capesterre, puisque nous sommes à mi-chemin entre Capesterre et Pointe-à-Pitre, mettre effectivement le paquet pour que ce soit effectivement dans les actes de la vie courante, que cette personne qui va vers la fin de vie, mais bon, comme nous tous, quelque part, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente, voilà. Vous êtes un vrai laboratoire. Oui, on essaie d'être un laboratoire, et Capesterre sera un laboratoire. Écoutez, vous remercie, sauf si madame, comment un dernier mot? Alors, le dernier mot que je voudrais ajouter, c'est venez visiter le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Il faut venir voir pour se rendre compte, puisque très souvent, on a peut-être des idées, on entend. Non, il faut venir sur place, se déplacer, rencontrer l'assistante sociale. Il ne faut pas que les familles hésitent. Justement, alors on pourrait même rappeler le numéro de téléphone de l'assistante sociale. Je vais vous donner son numéro de portable. Donc, c'est 50 32 76, c'est un portable. 50 32 76. Donc, Rachel Thérésine, voilà, qui est l'assistante sociale qui reçoit toutes les familles, qui organise les visites. Donc vraiment, il faut que, je dirais, au-delà de ce qu'on peut dire, on ne peut se rendre compte que par soi-même de l'existant. Donc venez visiter le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. En tout cas, vous êtes de très bons vendeurs, c'est au moins qu'on puisse dire. Si les gens ne viennent pas à l'EHPAD, ce ne sera pas de votre faute. En tout cas, merci en tout cas à vous deux d'être venus nous dire tout ça. Et j'imagine que les gens, vous savez, on est dans une population vieillissante en Guadeloupe, vous le savez. Donc je ne pense pas que ce sont des clients qui vont vous manquer. Je dis des clients, je ne veux même pas dire des patients, des clients. Voilà, il est 12h56, on va quand même faire un petit tour sur le navire Tonnerre avec Mendy. Oui, effectivement, nous vous l'annoncions cette semaine, l'arrivée donc du navire, le BPC Tonnerre aux Antilles. Il a transporté notamment, outre des vivres et des capacités d'hébergement, mais de nombreuses capacités de déblaiement, de projection, de reconstruction ou encore de soutien logistique. Je vous propose de découvrir ce port hélicoptère d'assaut amphibie. Un reportage qu'on regarde tout de suite de Harold Delus. Nous venons d'arriver ce matin à Pointe-à-Pitre dans le cadre de la mission et notre contribution au rétablissement initial des infrastructures de Saint-Martin à la suite du passage du cyclone Irma. Nous sommes arrivés ce matin à Pointe-à-Pitre pour charger du fret humanitaire, pour poursuivre notre mission qui a débuté le 23 septembre à notre arrivée à Saint-Martin, pour pouvoir dans un premier temps décharger du matériel lourd du génie de l'armée de terre, mais également d'autres matériels de soutien, du fret humanitaire, des hydrographes de la Marine nationale, des plongeurs démineurs de la Marine nationale, pour pouvoir contribuer au rétablissement des infrastructures à Saint-Martin. Nous sommes arrivés le 23 septembre à Saint-Martin avec comme objectif de mettre au travail toutes les équipes du génie de l'armée de terre présentes à bord, mais également les autres spécialités pour la reprise des activités littorales à Saint-Martin. Nous avons débarqué par les moyens de chalands de débarquement et par hélicoptère tous ces moyens à terre, des tractopelles, des bulldozers, des moyens lourds du génie qui ont contribué au déblaiement, à la préparation des infrastructures présentes à Saint-Martin en coordination avec les autorités locales et la préfecture à Saint-Martin. Le bâtiment de projection et de commandement Tonnerre est un navire amphibie, un porte-hélicoptère d'assaut amphibie, c'est-à-dire qu'il est en mesure de projeter des éléments de l'armée de terre de la mer vers la terre en utilisant soit les hélicoptères sur le pont d'envol, soit les chalands de débarquement que vous pouvez voir sur l'arrière. Il est également un bâtiment de commandement, donc on a une capacité d'état-major, on peut accueillir un état-major d'une centaine de personnes pour commander ces opérations. Il y a également des infrastructures hospitalières avec 70 lits et 2 blocs opératoires. Donc, au bilan, c'est un navire polyvalent dont les caractéristiques nous permettent de s'adapter à toutes les missions qui nous sont demandées.
Des images signées Maxime Morel. C'est l'heure de marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout à l'heure avec la rubrique Coco et abricots de Jocelyne Nampry. Martine également sera parmi nous. Et puis nous recevons tout à l'heure Nati Montella. À tout à l'heure. De retour dans le ZCL, il est donc 13h05. Nous sommes donc en direct donc de la radio Haute Tension 89.8. Et pour ceux qui nous rejoignent, faisons tout de suite un rappel des titres. Nous l'avons vu juste à l'instant, le BPC Tonnerre est arrivé aux Antilles. Il transporte de nombreuses capacités de déblaiement, de projection, de reconstruction ou encore de soutien logistique. Nous avons donc découvert ce port hélicoptère d'assaut amphibie. Et également le Rotaract, le club de Rotaract continue donc son soutien à la Dominique. Dominique a été ravagée par l'ouragan Maria. Un second déplacement est prévu pour le week-end du 6 au 8 octobre prochain. Et enfin, le Forum des métiers a lieu en ce moment même donc à Fouilleul. Un forum donc sur le campus de manière à rapprocher le monde de l'université avec celui de l'entreprise. Et on poursuit tout de suite avec cette nouveauté. Hier à Pointe-à-Pitre avait donc lieu la cérémonie de prise de commandement de compagnie de gendarmerie. C'est donc le chef d'escadron Guillaume Martin. Il a reçu officiellement le commandement de la compagnie de gendarmerie de Pointe-à-Pitre par le général Jean-Marc Descoux. Un reportage signé Stanley Marinicor. C'est une grande satisfaction et un honneur. Moi j'arrive de Briançon, je commandais déjà une compagnie. J'ai beaucoup sillonné les régions et départements de France depuis mon plus jeune âge. Et venir dans un département ultramarin, c'était un souhait, un peu un rêve, et aujourd'hui il est réalisé. Donc c'est avec honneur que j'étais désigné pour prendre le commandement de la compagnie de Pointe-à-Pitre. Vous reconnaîtrez désormais comme chef le capitaine Guillaume Martin, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. J'ai pris mes marques, je suis arrivé le 1er août, donc ça fait déjà 2 mois que je suis ici, 2 mois qu'on passait assez vite. Des appréhensions à chaque nouveau poste, on en a toujours. Maintenant j'avais la chance d'avoir déjà commandé une compagnie en métropole, même si c'est différent, donc j'avais déjà un petit peu les bases de fonctionnement d'une compagnie. Après il faut l'adapter effectivement à la délinquance locale qui est effectivement assez active, mais je fais en sorte que la transition se fasse pour le mieux. Voilà, les grandes lignes, c'est de faire reculer la délinquance, surtout alors mon prédécesseur, le chef d'escadron Sautron, avait obtenu de très bons résultats où il a fait reculer la délinquance pendant 2 années consécutives. On va essayer de maintenir le cap, notamment tout ce qui est délinquance d'appropriation, les cambriolages, les vols à main armée qui sont quand même assez nombreux sur l'île, et puis tout ce qui est violence volontaire aux personnes bien sûr. Et nous accueillons maintenant notre invité, Dani. Tout à fait, on va avec Téléman Bleu pour parler de choses plus intéressantes. Nati Montella, bonjour. Bonjour. Dans quelques semaines, puisqu'on est en octobre, va commencer la 2e édition du festival Bleu Outre-mer. Alors, il faut peut-être rappeler un peu ce qu'est ce festival. Alors, pour préciser, ça commencera le 6 avec le vernissage des artistes arts plasticiens au niveau de... Comment on appelle encore cet endroit? Désolée. À Pointe-à-Pitre, au niveau de... Oh, j'ai perdu mon fil. Je ne sais plus en tout cas. La maison, c'est le nom du lieu qui m'échappe. Désolée. Ça me reviendra. En tout cas, le festival en lui-même, il a pour but de fédérer, de rassembler en fait les artistes de l'Outre-mer. Ça porte bien son nom, le Festival Bleu Outre-mer. Donc notre volonté est de vraiment rassembler déjà les artistes d'ici.
et de faire en sorte qu'ils puissent aussi se fédérer et découvrir les autres artistes émergents aussi de l'outre-mer, donc Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, aussi ils viennent un petit peu de partout. Oui. Et nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a vraiment un travail de connexion à faire aussi entre nous, et pourquoi pas aussi pour émerger aussi à l'international. Alors, est-ce qu'il y a une thématique pour ce festival? Alors, cette année, c'est Racines et Émergence. Donc, l'enracinement de nos différentes cultures, afin de les faire effectivement émerger au niveau de notre art. Donc ça peut partir dans n'importe quelle forme d'art, aussi bien l'art plastique, la musique, la danse, le théâtre. Donc on n'a pas de frontières en fait par rapport à ça. Alors justement, puisque vous êtes danseuse, on vous connaît comme danseuse, il y a des chorégraphies qui sont prévues dans le cadre du festival, des soirées danse? Alors, il y a des ateliers qui sont prévus. On doit normalement, néanmoins, par rapport aux problèmes cycloniques, on a eu un petit décalage d'organisation. Nous sommes vraiment navrés. Normalement, on devait commencer cette semaine, mais bon, décalé. Je n'ai pas encore forcément toutes les dates, mais on va pouvoir les diffuser, ça va se faire, parce que ça s'est fait de toute façon l'année dernière. Quand même. Oui, je vais diriger un atelier de street jazz gros K, un mélange de danse urbaine, jazz et gros K. Je tiens ma petite touche gros K, j'y tiens. Donc le côté aussi enracinement. Et sinon, il y aura d'autres types de danse aussi, contemporaines, africaines. Il y aura aussi de l'handidance, très important aussi de rassembler aussi les personnes, la communauté aussi des handicapés. Je pense que c'est important. Donc de pouvoir rassembler tout le monde. C'est vraiment notre... Alors, la danse, mais pas que la danse. Non. Alors, performance en tout cas artistique, aussi au niveau du pavillon de la ville, voilà, de Pointe-à-Pitre, enfin. C'est revenu. C'est revenu. Avec beaucoup d'artistes contemporains, vraiment, qui vont prendre position de ce site, parce que c'est un site quand même assez monumental, il est magnifique, j'aime beaucoup cette bâtisse. Donc du coup, je vous donne des noms. Il y aura aussi, alors comme personne intervenante, Anaïs Vespan, oui, art plasticienne, Samuel Gilas, d'Alexis Samy aussi, c'est un exemple. Alors il y aura de l'art peinture en passant par la vidéo, par de la photographie, par vraiment toute une palette d'art contemporain. Et je pense tout cela au pavillon de la ville. Tout cela au pavillon de la ville à partir du 6. Pardon? Alors le Memorial Act, ce sera vraiment le pan musical, vraiment. Oui. Des artistes comme Orlan, qui va interagir avec Monsieur Dominique Barrette. Alors on va plus l'avoir dans un registre traditionnel réunionnais. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir dans ce registre, on la connaît dans le registre plutôt zouk. Oui. Mais là, La chantière réunionnais. Voilà. D'accord. Musique traditionnelle de la Réunion, je trouve ça génial. Ensuite, il y aura Madame, qui n'est plus à présenter quand même, Madame Sylvaine Sédia, ambassadrice de la musique guyanaise, que tout le monde connaît, et extrêmement honorée de la recevoir, donc il va représenter la Guyane. Ensuite, il y aura Monsieur... quand même, avant d'arriver à Monsieur Chassol, il y a aussi le groupe Femme Kika pour la Guadeloupe. Oui. Quand même. Des jeunes femmes qui sont très douées sous le cas. Et puis très actives par rapport aussi. Qui dansent bien, enfin qui jouent bien, qui sont très jolies. Très pluridisciplinaires dans l'univers traditionnel et autres aussi. Et puis il y aura Monsieur Chassol, pianiste qui mélange le visuel et la musique, un univers à lui tout seul. Tout ça au MAC. Et en dernier, Monsieur Paul Wameau aussi. Donc, que des artistes, en fait, nous visons vraiment le qualitatif. Nous ne sommes vraiment pas dans le quantitatif, nous sommes vraiment dans le qualitatif. Nous voulons aussi diffuser des artistes pertinents qui ont vraiment à dire des choses, qui ont vraiment une vision. Donc du coup, c'est un festival qui se veut aussi périn. C'est notre 2e édition, certes, mais nous voulons vraiment que ça puisse émerger, que les personnes, les habitants puissent s'acclimater à ce festival en se disant, bon voilà, ça fait partie de notre quotidien. Voilà, on sait qu'à chaque année, chaque période, ben voilà, le Festival Bleu Outre-mer fera partie de... Donc danse, musique, art plastique, non rien, pas de théâtre? Bientôt.
Bientôt, mais pas forcément cette année, mais pour l'année prochaine, on y vient petit à petit. On pose, comme on dit, chaque chose en son temps. Nous ne sommes pas pressés, mais on fait notre petit bonhomme de chemin. C'est vraiment toute une équipe qui est derrière. Avec une vision, on interagit ensemble, on partage nos visions et on se dit bon d'accord, cette année on ira dans cette direction-là. Alors le top départ de ce festival, c'est le 6. C'est le 6 Le 6. Au pavillon de la ville. Oui. Et ce qu'il ne faut pas rater? Alors, il ne faut rien rater, de toute façon. Mais le vernissage, on ne peut pas tout voir, mais le vernissage, aussi les concerts, les ateliers de danse aussi, pour connaître d'autres univers au niveau de la danse. Je pense qu'il ne faut rien rater parce que chaque jour, il y aura vraiment quelque chose, un artiste peut être mis en lumière. On essaiera vraiment d'être là pour vraiment promouvoir les artistes émergents et puis donner aussi envie à tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans un métier artistique, parce qu'il s'agit de ça aussi, de se dire que c'est possible. Donc, pourquoi pas? D'accord. Bon, ben, on prend mot. Puis on vous salue. On vous remercie d'être venu. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Vous êtes restée vivante. Voilà. Oui. Il est 13h16. On continue l'information avec Mendy. En attendant de recevoir Jocelyne qui est arrivée. Très bien, on va recevoir effectivement Jocelyne, mais avant cela, on part du côté de Paris afin donc de redonner confiance aux professionnels du tourisme à Saint-Martin après le passage d'Irma. Tout a été mis en place donc pour qu'il soit représenté au salon Topresa, vous savez ce salon donc du tourisme. Et bien nous écoutons Olivier Louis qui est le responsable promotion Europe, représentant donc Saint-Martin, des images signées Maurice Essé. FTM Topresa et le salon de Topresa est un salon du tourisme national où l'Office du tourisme de Saint-Martin a toujours eu sa place. Et c'est vrai qu'il fallait, même si nous avons subi quelque chose de très catastrophique qui a vraiment causé du mal à Saint-Martin et détérioré l'île avec le cyclone Irma, qu'il fallait être présent, qu'il fallait rassurer les professionnels du tourisme et faire le maximum pour relancer la destination, même si aujourd'hui il y a un temps de construction, de nettoyage et de remise à niveau de l'île pour qu'on puisse vendre un produit touristique, mais il faut conforter, rassurer, sécuriser les professionnels du tourisme sur nos engagements pour les prochains mois. Et vous savez très bien qu'une saison touristique ne se prépare pas du jour au lendemain, ça prend des mois, voire 6 mois. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une stratégie avec nos socioprofessionnels et nos professionnels du tourisme, après beaucoup de réunions de travail, à se dire 6 mois à peu près de remise en niveau et de voir un petit peu où nous en sommes. Et selon l'état des lieux que nous ferons après ces 6 mois, nous verrons ensuite comment nous allons mettre en place une stratégie de promotion sur les marchés émetteurs et les marchés prioritaires au niveau du tourisme pour l'île. Déjà, première chose, c'est d'être présent à Topresa, d'avoir une communication, de rassurer, de tourner cet aspect, non pas de discuter de contrats ou avec les tours opérateurs ou les agences de voyage, mais de rassurer, de leur montrer un petit peu les avancements qu'il y a sur Saint-Martin, le nettoyage par des images, qu'on a des vidéos qu'on a faites aussi de Saint-Martin, leur montrer que ça bouge, qu'il y a une volonté, qu'il y a des Saint-Martinois, mais aussi de les rassurer, de ne pas nous oublier dans les futures programmations de brochures pour la nouvelle saison. Mais c'est vrai que nous ne serons pas prêts avant la saison 2018-2019. Mais tout se prépare en amont et aujourd'hui, il faut quand même rassurer et travailler avec tout le monde pour faire le meilleur pour Saint-Martin. Rassurer, donc, on peut dire que vous avez un véritable message porteur d'espoir, donc tous avec Saint-Martin ? Oui, on a tous avec Saint-Martin bien sûr, mais aussi de travailler. Je veux dire, le tourisme c'est une chaîne, c'est les compagnies aériennes, bien sûr il faut les touristes, mais il faut tous les acteurs de l'industrie, les compagnies aériennes, les agents de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, et puis bien sûr, ce qui est le plus important au monde, c'est les Saint-Martinois. C'est eux qui accueillent les touristes, c'est le visage, c'est leur sourire. Donc s'ils sont malheureux, qu'ils sont dans la souffrance, il faut vraiment faire quelque chose. Donc la priorité, c'était les Saint-Martinois, leur redonner goût et leur remonter le moral. Et aujourd'hui, sur les marchés extérieurs, comme la France, aujourd'hui nous sommes à Topresa, c'est de redonner confiance aux professionnels et leur montrer un petit peu tous les atouts et tout ce qui se passe sur Saint-Martin et d'être présent et d'occuper l'espace médiatique et de faire en sorte qu'on parle de nous le maximum possible pour intéresser et rassurer les gens. Voilà.
Entrer dans un autre domaine, on va entrer dans l'histoire du moulin à café, mais avant, on va saluer Jocelyne, bonjour. Bonjour Danick, bonjour Mandy. Ça va? Oui, café, très bien. Moulin à café. Eh bien oui, c'est une saga, là, tout le monde, maintenant, on saura tout ce qu'il faut. Tasse, après? Ah, je pense que ce sera la cafetière. La cafetière. Votre générique est en place? Oui, je pense. Générique, j'espère, c'est parti. Koïsa Brico. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 ainsi qu'aux auditeurs de RHT. Aujourd'hui, je vais vous parler du moulin à café. Après l'histoire du café, maintenant c'est l'histoire du moulin à café et nous en avons un très célèbre qu'on utilisait aux Antilles, c'était le moulin à café Peugeot. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le moulin à café en bois Peugeot qui a eu ses lettres de noblesse et qui a perduré jusque dans les années 70. Ah bon, quand même? Bien sûr, jusqu'à les années 70. Donc la fin de la production, c'était 1977. Il faut savoir que certains moulins qui remontent à 1830 à l'époque de sa création, si on peut en les retrouver, c'est une valeur sur le marché entre 1500 et 3800 euros. Ah, quand même. Ah, quand même. Donc c'est intéressant de faire les greniers de mamie. C'est un collector maintenant. Exactement. Mais sachant, c'est un collector, mais il y a plus de 57 modèles hein, parce qu'il a fait des moulins en bois, il a fait des moulins en émail, colorés, en zinc, donc il en a fait plusieurs. Mais avant ça, je vais vraiment raconter l'histoire du moulin à café. Avant, comment on faisait? Eh ben, c'était le mortier. À l'époque du XIIe siècle, ou même XVIIe siècle, c'était le mortier ou le pilon. C'est comme ça qu'on faisait. Donc la mouture était assez épaisse. Le café avait plus ou moins de saveur, mais quand même, ça allait. Et c'est au XVIIe siècle, conjointement en Turquie et en France, qu'on a élaboré le moulin à café. Les Turcs ont élaboré un moulin à café assez étroit et long, je ne sais pas si on voit le visuel, avec les manivelles repliantes. Et sous la même idée, sachant que Louis XIV a découvert le café et l'a fait apprécier à sa cour, ainsi qu'aux gens, qu'aux Parisiens et à la noblesse de France, eh ben, il a demandé à un taillandier du nom de Pascal, j'oublie son nom, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent du fer, de lui faire un moulin à café en bois précieux. C'était en général le bois, c'était du noyer, et donc il l'a fait pour Louis XIV, et ça s'est démocratisé dans toute l'aristocratie et les nobles. C'était comme c'était à la mode. Et les premiers moulins qu'on a fait s'appelaient les moulins Louis XIV. Tous les premiers modèles qu'on se vaut d'une seule pièce en bois en noyer. Je ne sais pas si on peut voir le visuel. Oui, on le voit là. Non. Et ce sont les moulins Louis XIV, et c'était en bois brut. Donc ça a eu du succès, et en 1840, un nom célèbre qu'on connaît peut-être, Peugeot. Oui. Avant de faire des voitures, c'était une famille de meuniers. Donc encore les moulins, au niveau du blé, ils avaient une huilerie et tout ça. Donc il s'est dit pourquoi pas démocratiser le moulin et pouvoir faire que plus de personnes puissent en profiter. Et donc c'est lui qui a inventé le premier moulin à café qu'on connaît, que nos grands-mères utilisaient. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc il en a fait en fonte, qu'on appelait des moulins de comptoir. C'est-à-dire qu'on allait à l'épicerie, on pouvait acheter du café déjà moulu. Et on a fait mural. Et ça, c'est les modèles muraux, c'était bien après-guerre, pratique. On leur donnait même le nom de boîte à lettres. Il en a fait en métal, en cuivre, en bois, etc. Et il a une grande évolution. Et sous les premiers moulins, il y avait une plaque avec le nom Peugeot, Peugeot Frères, Peugeot Jackson, selon les associations. Et toujours avec aussi soit un éléphant gravé ou bien le lion. C'est là d'où vient le lion qui représente Peugeot. Pourquoi? Parce que le lion, c'était la résistance, la souplesse, la force et la rapidité. Donc l'éléphant, c'était la solidité. Donc il disait que ces cafetières étaient solides et bien. Donc, et quand il a mis le lion, c'était pour symboliser tout ce genre de choses. Donc on peut dire qu'il y a une grande évolution du moulin. On voit qu'il y a une grande variété de moulins, mais c'est toujours Peugeot qui les faisait. Et il en faisait tant et si bien qu'il le faisait pour d'autres pays et pour d'autres industries. Donc il les faisait, il ne mettait pas sa plaque et les gens les vendaient. Donc et on peut dire que c'est en 1957, avec M. Jean Mantelet, que
disons que la vie du moulin à café a pris un tournant. De manuel, il est devenu électrique avec la célèbre Moulinex. Moulinex, oui. Et vous savez pourquoi il a appelé ce Moulinex? Moulinex, moulin électrique, non? Oui, la première cafetière électrique. Et bien, M. Mantelet, comme lui aussi, c'était aussi un artisan, donc il a eu l'idée de mettre sur l'électroménager, parce que c'est lui qui a fait la première moulinette moulin à légumes, de mettre un moteur. Et cette idée lui est venue en voyant un Solex. Oui. Un Solex, un vélo avec un petit moteur, donc il a dit mais pourquoi pas mettre un moteur sur les électroménagers, et c'est devenu la première, vraiment le premier électroménager électrique, la Moulinex. Ensuite, après, il a fait la cafetière dans les années 70, Fourmicon, etc. Bon. Mais vraiment, voilà l'histoire du café en lui-même. Oui. Du moulin, donc on part du mortier pour arriver au moulin électrique qu'on connaît de nos jours. Et le moulin Peugeot, il n'existe plus, on n'en trouve plus. Si, il existe toujours, mais ce sont il y a électrique et il y a là des manuels, mais ce sont les designers qui l'ont réédité. Les designers, parce qu'il y a toujours des puristes qui aiment boire du bon café et pour préserver toute la saveur, l'authenticité, donc ils peuvent faire vraiment moudre leur café bien tout juste avant de le boire. Donc les designers ont décidé de rééditer des modèles à leur sauce, à leur manière, et voilà, mais ça existera toujours les moulins à café de toute manière. D'accord. Alors la prochaine fois, peut-être que ce sera la cafetière. La cafetière. Parce qu'il y a une cafetière qu'on appelle ici, je ne sais pas si le grec, je ne sais pas si je le dis bien en créole, en grec, les cafetières qu'on mettait sur le feu, les premières cafetières qu'on utilisait, que nos grands-mères utilisaient. Maintenant, il y a des rééditions, donc peut-être que je vais parler du grec et qui l'a fait, et comment ça s'est fait, bon, etc. D'accord. Un dernier mot? Le dernier mot, enfin j'en ai deux. Oui. Je voudrais faire un visuel sur l'événement qui va se faire, c'est de Rihand, dans l'association Kama, et la responsable, madame... sera chez Mendy d'ailleurs. Elle sera chez Mendy? Elle vient à l'instant de me le confirmer. Bah, c'est parfait. Lundi. Donc ils auront, bon, si on voit le visuel, le 20 octobre 2017 au Royal Riviera. Donc venez nombreux, il y aura des artistes, dont il y a le parrain Ronnie Théophile, Luan Pommier, il y aura Sadik aussi en guest star. Donc si vous voulez réserver, appelez au 0590, et je le dis bien, c'est un fixe, 84 86 07. Donc c'est l'association Kama qui organise ça, c'est la deuxième édition du Rihand. Sinon, le deuxième mot. Le deuxième mot, merci à la boutique Calbas qui est au village artisanal de Sainte-Anne pour ce bijou. Et un bijou en quelle matière? C'est de la nacre. La nacre naturelle, ce sont des bijoux, ce sont des pièces uniques. Donc, par curiosité, allez au village artisanal de Sainte-Anne pour le voir. Et sinon, Kafka Énergie, je n'oublie pas, organise la FCO Marchandises du 16 au 20 octobre et le FCO Voyageurs et Film aux Voyageurs du 23 au 27 octobre 2017. D'ailleurs, il y a le visuel. Et donc, pour les contacter, c'est un fixe toujours, le 93 63 11. Voilà. Tout est dit. Merci Jocelyne Koukoï-Zabriko. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. C'est l'heure de la pub en ce moment. Il est 13h28. De retour dans ce ZCL, bon appétit si vous êtes encore à table. Et tout de suite, je l'annonçais en titre, le club Rotaract de Pointe-à-Pitre donc poursuit sa mobilisation solidaire en soutien à la Dominique ravagée par l'ouragan Maria. Ainsi, une équipe de Rotaractiens, je ne sais pas si je l'ai bien dit, Rotaractiens, c'est bien ça, c'est rendu, c'est bien ça, oui. Sur l'île voisine, c'était donc les 23 et 24 septembre dernier, afin donc de participer à la distribution des denrées collectées donc à partir du 22 septembre par les clubs. Eh bien, ce déplacement avait permis d'établir un contact avec les autorités et la population locale afin donc de permettre au club de structurer son action. Eh bien, second déplacement est prévu pour le week-end du 6 au 8 octobre prochain. Regardez ces images signées Olivier Félix.
aujourd'hui, donc c'est une action qui rassemble l'ensemble des clubs de Guadeloupe, y compris de Marie-Galante, les clubs Rotary, les clubs Rotarac, les clubs Interac et également les Inner Wheel. Une action commune qui consiste à transmettre au Rotary Club de Saint-Martin un ensemble de dons, 20 palettes de dons, qui seront ensuite distribuées par l'intermédiaire du Rotary de Saint-Martin au CCAS, donc à des personnes les plus démunies. Les marchandises vont partir demain par le transporteur STMC qui va les acheminer donc jusqu'à Saint-Martin. Elles seront réceptionnées ensuite par le Rotary de Saint-Martin et la distribution sera organisée également par eux. Elle a été menée donc en partenariat avec Pro à Pro qui nous a fait ce don, nous, à l'ensemble des clubs de Guadeloupe. Et on a contacté bien entendu le Rotary de Saint-Martin et ils ont accepté que ces dons leur parviennent et surtout qu'ils les organisent puisqu'on sait que la distribution n'est pas simple sur le territoire de Saint-Martin. L'expédition se fait en 2 temps. Hein. Vous avez une première partie qui part demain et une deuxième partie qui partira mercredi prochain. Mais on nous a assuré qu'il n'y avait pas de souci au niveau de la réception et de la distribution. Les autres actions que nous allons mener seront des actions de collecte de fonds. Je ne peux pas encore vous dire, vous en dévoiler exactement tous les processus, mais ce sont des collectes de fonds puisque au-delà des dons, il faut également passer non seulement à la reconstruction, mais également à des besoins beaucoup plus immédiats que les populations qui se déplacent ou qui restent sur place peuvent avoir besoin. Je pense notamment aussi aux enfants qui vont reprendre l'école et qui auront besoin de racheter du matériel scolaire. Donc là, on aura vraiment des fonds en sachant qu'on tient toujours compte, bien entendu, des besoins. Donc on interroge d'abord les personnes sur place avant de décider ce qu'on fait avec l'argent. On ne prend pas de décision à la place, on ne fait pas d'ingérence à la place des autres. Le groupe Poapo qui a voulu faire un don à la population saint-martinoise et on a voulu s'entourer d'une organisation telle que le Rotary parce que nous savons que c'est une organisation bien organisée et les produits qu'on fait de don vont arriver dans les familles saint-martinoises. Aujourd'hui, c'est 10 palettes de denrées alimentaires multiples, lait, saucisses, macédoine, pâté coupelle, sel, ravioli, lentilles, riz, pâtes. Et la semaine prochaine, on envoie 10 palettes d'eau. Et je vous le disais, depuis ce matin sur le campus de Fouilleul a donc lieu la 7e édition du Forum des métiers et carrières, à l'initiative donc de la Fondation Université des Antilles et de GBH. L'université et GBH ont donc décidé en juillet dernier de prolonger leur action pour une durée de 5 ans, affirmant ainsi leur volonté commune de rapprocher le monde de l'université avec celui de l'entreprise. L'une des actions majeures développées par la Fondation est donc ce Forum de métiers, un forum qui vise donc à faciliter des échanges d'expérience et de compétences entre les cadres d'entreprise et les étudiants pour une meilleure intégration professionnelle. On fait le point avec ce reportage de Stanley Manicor. 7e édition du Forum étudiant des métiers et carrières qui a lieu chaque année et qui est organisée par la Fondation UA-GBH. C'est un partenariat entre les deux, donc l'Université des Antilles et le groupe GBH. L'objectif est vraiment de rapprocher le monde de l'entreprise et de l'université, chose qui n'était pas le cas encore récemment. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des étudiants vont pouvoir aller à la rencontre des professionnels sur des stands d'entreprise, donc rencontrer les RRH ou les managers, mais aussi en atelier métier où il y a plusieurs entreprises réunies dans un atelier par rapport à la même thématique métier. La thématique, c'est le numérique et tous les chefs d'entreprise qui étaient là étaient des chefs d'entreprise du numérique. Nous sommes connectés en continu. Vous savez, notre vie est gérée par le numérique maintenant. L'enjeu, c'est déjà tout d'abord pouvoir aider à l'insertion professionnelle des jeunes plus facilement parce qu'il est vrai que c'est dur en ce moment. Parce que c'est une opportunité d'avoir deux choses. C'est une opportunité d'avoir un stage et peut-être un emploi d'été. Ça a quand même une certaine importance parce qu'on a un rapport avec les entreprises telles que la Sarah, telles que McDonald's. Nous avons aussi la CCI des îles de Guadeloupe ainsi que d'autres entreprises telles que celle qui est à côté de nous, la mobilité internationale. Ça permettrait à des étudiants de s'ouvrir, ça permettrait aux étudiants de ne pas faire toujours les mêmes métiers, se tourner vers les mêmes choses, mais vraiment de découvrir, de savoir qu'il y a autre chose, de savoir que les métiers évoluent également. L'objectif, c'était de rapprocher les entreprises de l'université et vice-versa.
parce que nous avons besoin des entreprises pour la formation de nos étudiants, pour permettre à nos étudiants d'avoir des stages, pour acquérir de l'expérience, pour pouvoir travailler après. Donc l'objectif, c'est ouvrir ces entreprises, que les entreprises ouvrent leurs portes à nos étudiants. À l'issue du master, on doit souvent faire un stage, mais pour moi c'est une grande opportunité, surtout que GBH en fait est avec nous et avec l'Université des Antilles, donc que demander de plus? Parce que c'est une opportunité pour moi d'organiser, d'avoir des contacts aussi également, et puis de voir comment ça se passe, le monde de l'entreprise, avoir affaire aux professionnels de plus près, puisque en fait quand on est à Fouillol, on est surtout dans un cadre très scolaire. Ce qu'on donne aux étudiants à l'université, c'est la formation initiale, mais la formation continue aussi. Mais en réalité, il faut que les étudiants s'impliquent vraiment dans l'organisation de leur vie, de leur parcours. Oui, ils ont vraiment répondu présent. Je pense qu'ils se rendent compte de plus en plus qu'il faut s'investir tout en étant étudiant et penser tout en étant étudiant à son avenir professionnel. Et donc, effectivement, ils ont répondu nombreux à l'appel et étaient très nombreux aussi à la manifestation sur la conférence sur les impacts du numérique sur l'évolution des métiers. Et une très belle présentation qui nous a permis de voir mais que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Voilà, il est 13h41 et c'est l'heure de la culture selon Martine. Générique, c'est parti. Le soleil lève le matin à plat dans le ciel là, que tous les oiseaux regrettent parce qu'ils ont content. Moi quand m'était comme ma prière la divinité. Coucou, je fais comme Mandy, hein. Donc vous aurez reconnu le geste de la main ô combien maintenant qui deviendra un geste à la mode. Mandy fait une plaisanterie que je ne comprends pas là. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bien bonjour à tout le monde, bien bonjour aux auditeurs de Radio Gaillac par RHT, bien bonjour aux téléspectateurs et puis à tous ceux qui nous suivent sur Internet, enfin par tous les moyens qui soient. Eh bien... Voilà, on a une semaine chaude dans le sens compliqué, mais il n'empêche que j'ai quand même quelques petites informations à vous donner. Nous allons parler du mois du créole, nous allons parler de littérature, nous allons parler d'Annick qui fait le pitch et qui m'empêche d'être sérieuse. Non, c'est Mandy qui me fait rire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez dû manquer une syllabe dans un mot. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, ce petit geste-là des rois et des reines qui saluent leur population, ça deviendra un geste symbolique. Mais à l'habitude, elle a été reine, hein? Je le sais, c'est pour ça que je lui donne... voilà. Et elle le fait bien comme il faut. Elle le fait avec élégance et distinction. Avec élégance et distinction, c'est ça qui est bien. C'est que la main, elle doit tourner. Il ne faut pas trop se fatiguer. Non, bien Mandy, elle a bien retenu la leçon. Je l'ai dit, mon big event de cette semaine, eh bien, ça sera du 1er au 31 octobre 2017. Se tiendra quoi ? Le mois du créole. J'étais hier soir à quelque chose. Tu étais hier soir à quelque chose au MAC, c'était vraiment extraordinaire. Juste deux petits mots sur votre agenda pour le dire, parce qu'on a le temps. C'est des jeunes Guadeloupéens. Alors il y a d'abord Madame Lomino, que vous connaissez. Oui. Elle est venue parler de son ouvrage et des recherches. Et puis il y a eu aussi Madame Marilyn Dahomey, qui a parlé de son ouvrage aussi sur Chabin. Et puis deux jeunes, Starji et Tasmé, qui ont fait un exposé extraordinaire sur le hip-hop guadeloupéen en créole. A été bon. C'était bon. J'ai raté ça. D'ailleurs, je vais les inviter un de ces jours ici. J'ai raté ça. Oui. En tout cas, dans le mois du créole se tient donc tout ce mois-ci. Danick vous a donné déjà quelques prémices. D'autres vous attendent tout au long de ce mois, jusqu'à la fin du mois. Il faut savoir que le mois du créole a été initié par la collectivité départementale et que ça a lieu chaque année aux côtés de partenaires, de nombreuses manifestations qui se font sur tout le territoire de la Guadeloupe afin de sensibiliser et de fédérer la population autour de son riche patrimoine culturel et créole. Alors, cette année, mouvement et tolérance, c'est le thème qui a été retenu pour célébrer ce temps fort de notre culture. Et au travers d'un certain nombre de thématiques, nous allons parler de l'importance du respect du créole, enfin en tout cas de son usage, du respect d'autrui. Et ils vont inviter quand même pas mal de Guadeloupéens à réfléchir sur la manière dont on se situe par rapport à notre langue et à notre culture créole. Qui suis-je? Où vais-je? Qui est l'autre? Bref, pour célébrer ce mois du créole, autour de ce thème, le Conseil départemental et ses partenaires proposent
toute une série de rendez-vous à la population, des rendez-vous variés qui vont se faire sur l'ensemble de l'archipel, je l'ai dit, mais avec des discours, avec des concours, avec des conférences, avec également des veillées culturelles et également des dictées en créole. Alors là, vous savez que ça se passe en Guadeloupe. Mais saviez-vous que je reviendrai sur deux petites choses d'agenda tout à l'heure sur ce mois du créole. Mais effectivement, on va parler immédiatement de ça d'ailleurs. Le Memorial Act, qui était, on le sait, en fermeture pour congé, a réouvert ses portes. Et il a réouvert ses portes avec force au travers de ce mois du créole. Danick vous en a donné un petit aperçu. J'ai aussi, je crois, noté quelques petites choses qui se font autour de ça. Ce mercredi, il y a un beau cantage qui s'appelle Au nom du Père, suturer le cordon père et aliénation parentale. C'est un volet consacré à la problématique du père dans l'imaginaire guadeloupéen. Il sera suivi également d'une conférence, une rencontre qui est influencée sur un processus que nous embrassons tous, une démarche sur le terrain d'échange avec le public. Donc voilà, par exemple, un des éléments. Mais ce dont je vous avais envie de vous parler, c'est de vous dire, le mois du créole, on sait que ça se fait en Guadeloupe, mais saviez-vous que lorsqu'on tape mois du créole sur Internet, on tombe sur quoi? Sur le mois du créole à Montréal. Le mois du créole 2017 à Montréal, c'est une énorme manifestation, un site y est dédié, un certain nombre d'invités aussi, et pas des moindres, qui organisent le mois du créole à Montréal du 21 septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est la Maison d'Haïti, le KEPFA, je vais essayer de bien le dire, le KEPFA, voilà, K-E-P. K-A-A, donc pas très facile à prononcer pour moi. Donc il lançait cette 16e édition du mois du créole à Montréal. 16e édition, nous en sommes à la 8e. J'ai trouvé ça curieux. C'est un événement qui est public, effectivement aussi, qui se consacre depuis 2001 à la célébration et à la mise à l'honneur des langues et de la culture créole. Pour information, donc, il faut savoir que cette semaine, depuis 1983, a été mise en place par le comité Banzil Créole. Il a choisi le dernier vendredi du mois pour mettre en place le créole mis à l'honneur. Et puis, il y a également comment dirais-je, j'avais envie de vous parler, pardon, hein, j'ai fait un texte un peu trop grand, mais surtout de quelque chose qui m'a frappé, c'est que, je vais le retrouver, je vais vous le dire tout à l'heure, le nombre de créolophones dans le monde. Je crois, Danick, qu'il y a pas loin de 90 000. Plus que ça. 90 000 90 millions. 6 millions. Non. Créolophone dans le monde. Créolophone dans le monde. Alors, je vous dis, il y a 6 millions en Haïti. Il y a plus que. Bon, il y a pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane, ça fait à peu près 1 million. Plus de 19 millions. Plus de 19 millions de créolophones dans le monde. Et effectivement, on y retrouve la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, l'île de la Réunion, les Seychelles, la Guyane française, les îles Rodrigue, l'île Maurice, la Dominique, Sainte-Lucie, pour les créolophones, dont la base lexicale et la Nouvelle-Orléans. Et la Nouvelle-Orléans. Et Paris. Alors, vous savez quelque chose, Martine? Vous savez quelle est la langue la plus parlée dans la Caraïbe? L'espagnol. Non, le créole, mais je sais, c'est pour exprès, je dis ça. Mais l'espagnol. On croit que c'est l'anglais ou l'espagnol, monsieur Créole, parce que avec les 7 millions d'Haïtiens, plus la Guadeloupe, plus la Martinique, plus Dominique, plus Sainte-Lucie, on arrive après. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux très bien te rendre à Sainte-Lucie, tu ne parles pas l'anglais, ou tu vas à la Dominique, tu ne parles pas l'anglais, mais tu peux parler en créole. Mais même à Miami d'ailleurs. Oui, vous pouvez aller à Miami parce qu'en fait, toute cette région-là, nous utilisons cette même langue qui nous permet de nous structurer ensemble et d'avoir, comment dirais-je, un point commun. Et j'ajoute, je suis très content, la langue la moins parlée dans la Caraïbe, c'est le français. Évidemment, le créole a pris déjà toute la place. C'est très bien. Bref, donc pour cette édition, et pour en finir, du 5 au 28 octobre, par exemple, à Montréal, eh bien, il va y avoir des personnalités qui vont venir parler donc de la langue créole, des vidéos qui seront en créole, des ateliers qui seront en créole. Là, je ne pourrais pas donner, j'avais pris le nom de tous les intervenants, mais il y en a vraiment beaucoup. Je vous propose vraiment de taper Semaine du créole à Montréal et vous allez avoir un site internet extrêmement bien fait avec énormément de sujets sur le mois du créole à Montréal. Voilà. Et puis pour nous, je vous ai parlé donc de ce 4 octobre. Le 7, il y aura une nuit, une œuvre, par exemple. Là, ça se tiendra toujours au Memorial Act. Carré d'art Guadeloupe. Retour de Barbade et du Carifsta
Carifesta. Une nuit, une œuvre est un rendez-vous sur le thème de l'art contemporain, l'occasion pour des artistes de se rencontrer entre professionnels et également le grand public, sensibiliser autour de l'art. L'occasion pour ces artistes de se rencontrer, d'en rencontrer d'autres également, d'autres publics, de dialoguer ensemble, etc. Donc le 8 octobre, le Kalaswe, ça sera avec Michael Larifla, initiation entre danse hip-hop et tradition au cœur du vivant, toujours autour du thème du créole. Le 10 octobre, il y aura encore un beau cantage, que faire des droits de l'homme. Donc là aussi, n'hésitez pas, c'est avec un modérateur qui s'appelle Hubert Jabot, qui est avocat. N'hésitez pas d'aller sur le site du Memorial Act, il y a vraiment une très belle programmation. Et du 13 au 20 octobre, il sera question donc du Festival international des films et des droits de l'homme de Guadeloupe. Je reviendrai dessus la semaine prochaine parce que bon, il y a énormément à en dire et il y a une programmation très belle que je souhaiterais vous présenter à ce moment-là, du 13 au 20 octobre. Voilà, c'est pas mal déjà en termes de gros événements. Juste un petit clin d'œil avant l'agenda. Je vous présente ce livre qui s'appelle La Voix de la fusion. Alors, j'ai commencé à le lire, je vous en parlerai lorsque je l'aurai terminé. C'est de Joël et Philippe Verdol. De quoi il s'agit? Je vais le dire tout de suite. Oui. C'est aux éditeurs Les Impliqués, Magnétisme, Spiritualité et Altermondialisme. D'accord. Alors, pourquoi je vais vous en parler? Parce que Philippe Verdol nous a fait une petite conférence au Moule samedi dernier. Il y reviendra le 14 octobre prochain. Et il parle de magnétisme. Qu'est-ce qu'un magnétiseur? Qu'est-ce que le magnétisme? C'était passionnant. Une conférence prévue sur 1 heure, on est resté 2h30. Parce que c'était vraiment incroyable. Donc, je reviendrai dessus et j'aurai l'occasion, je pense, de vous reparler plus longuement de ce livre une fois que je l'aurai lu. Mais déjà, d'ores et déjà, vous pouvez le trouver en appelant Philippe Verdol et il est dans les bonnes librairies en Guadeloupe. La Voix de la fusion et le magnétisme. Et c'est assez proche de... Enfin, c'est à différencier totalement de ce qu'on appelle les cacouets. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant parce qu'on sort d'un sentier où certaines personnes pourraient dire le magnétisme, ça c'est même bitin que les guérisseurs, c'est même bitin que les cacouets. Pas du tout, ce sont vraiment des secteurs différents et c'est passionnant à entendre, c'est un peu frissonnant. Il y a certaines choses dans le magnétisme qui m'ont interpellée, mais c'est vraiment, je vous recommande. Et puis venez à cette conférence, deuxième partie de cette conférence, le 14 octobre prochain au Moule, je vous le dirai la semaine prochaine, je vous donnerai tous les éléments. Voilà, un agenda en bref. Oui, vous avez noté en Martinique 52. Oh, c'est magnifique. Oui, c'est des choses qui arrivent. On vous a gâté aujourd'hui. Oh, mon Dieu, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, c'est l'occasion de reparler de la Semaine Bleue. Oui. La Semaine Bleue, j'en ai parlé la semaine dernière. Ça, c'est le 5 octobre, cette conférence, débat public au WTC à Jarry. La personne âgée, acteur de sa vie, avec des conférences aussi bien sur la sexualité que sur l'aidant, les personnes aidantes qui accompagnent les personnes âgées. Parole à grand monde, ils auront la parole avec des témoignages de personnes âgées de 77 à 98 ans. Un événement que je vous recommande parce que eh bien, les personnes âgées, c'est maman, c'est papa, c'est grand-maman, grand-papa. Et donc, ce sont des personnes dont on doit prendre soin. C'est toute la sagesse de notre pays, c'est toute la transmission. Allez donc écouter ces conférences qui le remettent au centre de nos préoccupations. Voilà, donc ça, c'est le 5 octobre, dès 8h30 au WTC, dans le cadre de la Semaine Bleue, dont vous venez de voir l'affiche et dont j'avais parlé déjà la semaine passée. Un autre événement qui est important, on parle de personnes âgées, on parle de l'être humain, et là j'ai envie de parler de la voix. La voix, V-O-I-X. La voix cette semaine, elle va se donner lors de la journée porte ouverte de Knowledges. C'est Knowledges Art, donc un atelier qui vous permet de travailler votre voix, de mieux vous sentir dans votre voix, de travailler le chant, de travailler le souffle, etc. L'association Knowledges Art ouvre ses portes cette semaine, ce samedi 7 octobre, de 10h à 17h, pour vous permettre donc de découvrir, de rencontrer, de partager avec les élèves de l'année précédente toutes les nouvelles personnes qui ont envie de vivre cette aventure pendant une année ou au travers d'animations ou au travers d'expériences plus courtes. Animation, ateliers, tests collectifs, individuels pour découvrir et parcourir les différents registres de la voix. Essayer un certain nombre de techniques de voix, de chant pour les gens qui ont usage de leur voix, peut-être comme moi, comme Danick, comme Mandy, mais comme aussi des journalistes, comme des chanteurs. Eh bien, écoutez, allez à
dans cet atelier pour apprendre les techniques vocales, la voix parlée, la voix chantée, joignez le geste à la parole. Voilà, tout ça vous est proposé au travers donc de cette journée porte ouverte. Et c'est Yann Marraine, qui est directrice de cette association, qui est aussi une artiste comédienne, qui est spécialiste de la voix, qui a voyagé un petit peu partout pour voilà, aller chercher donc toutes ces subtilités que peuvent apporter la voix, la respiration, le souffle, et donc qui nous en fait maintenant profiter depuis 2-3 ans où elle a ouvert un peu plus peut-être son atelier en Guadeloupe et plus particulièrement à Pointe-à-Pitre. Voilà, elle va vous faire découvrir tout cela et puis ça peut répondre à plein de préoccupations de santé que nous avons au niveau de la voix, de bien connaître comment poser sa voix, comment l'utiliser, comment utiliser le souffle. Voilà, Knowledge Art, ça se trouve à Achille René Boisneuf, 60 rue Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre. Je vous donne un numéro de téléphone, c'est le 06 90 44 57 95. Tu as vu, Dani, comme je suis sérieuse aujourd'hui? Oui, j'ai vu ça. À venir. J'en ai parlé, le film des droits de l'homme, mais fin octobre, j'en parlerai. Demain, il y a le festival du cinéma caribéen qui commence. Au Ciné-Star. Il y a un film dont je voulais parler, mais qui arrivera tout de suite derrière. Je veux juste dire un mot. 25-29 octobre, je reviendrai dessus. C'est le festival Bleu Outre-mer, festival itinérant d'exposition à destination des écoles, de la ville. Ça va se faire à Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, bien sûr. Il y aura des performances, des nuits autour du conte avec Benzo, avec Fayot, Mantonin, de la Biguine. Je vous en parlerai, ça sera mon big event de la semaine prochaine, très probablement. Et puis, un tout petit truc, la nuit de la Biguine de Malavoie, avec Jean-Marc Mirval, Orchestra, une rencontre au sommet, disent-ils. Oui. C'est au Palais des Sports du Gosier, c'est ce samedi 7 octobre. Le 7 samedi? C'est le samedi, là. C'est samedi qui arrive. Hein. La nuit de la Biguine avec Malavoie. Qui n'a jamais vu Malavoie, il faut y aller. Et puis Jean-Marc Mirval, Orchestra, alors là, c'est du bonheur en barre. Bon, je les ai déjà vus et écoutés plusieurs fois. Donc, mais si vous y allez, ben, vous me ferez un compte-rendu. Ce pianiste, c'est un vrai bonheur. Et je vous disais donc... cinéma, pour finir, venez découvrir ou redécouvrir un long métrage, celui de Mariette Montpierre. Bon, moi j'ai eu le coup de cœur quand j'ai vu ce film à sa sortie, Le bonheur d'Elsa, qui va se jouer au Ciné-Star là prochainement dans le cadre donc de ce festival du cinéma caribéen de la Caraïbe. C'est une projection exceptionnelle que vous allez voir, d'autant plus qu'elle a reçu un certain nombre de prix pour ce film. Elle sera sur place avec l'un des acteurs qui est plutôt une actrice, c'est la petite fille qui jouait voilà, pas Elsa, hein, pas Elsa. Donc une toute petite fille qui avait 6 ans à l'époque du film, qui sera présente, donc 6 ans. 8 ans se sont passés depuis la sortie du film, ou 7 ans. 14 ans, elle a 14 ans. Donc, 6 ans, c'est en 2012 la sortie. Voilà, 6 ans, et ben voilà, elle a 12-13 ans maintenant. Projection donc qui sera suivie d'un débat avec les acteurs. Et donc c'est Eva Constance que s'appelle cette petite fille, qui avait le rôle de la petite Caroline, qui avait à l'époque 6 ans au moment du tournage, et également en présence de Sophie Berger dans le rôle de Madame Désirée. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film si vous ne l'avez, je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et moi en tout cas, je serai de celle qui ira le revoir avec grand plaisir parce que c'est un film magnifique, Le bonheur d'Elsa, donc au Ciné-Star. Voilà, et ben écoute, pour une fois, j'ai pu tout dire. Oui, vous avez manqué une chose, Martine. Oui. Qu'on vous retrouve sur Radio Gaillac. Et qu'on me retrouve sur Radio Gaillac à partir donc de la semaine prochaine, chaque mercredi de 15h à 17h. Eh ben, j'ai pas été chercher loin, c'est 2 heures d'antenne avec moi et ça s'appelle Le Choix de Martine. 1 heure qui va porter sur tout ce qui est tendance et société, et une autre heure bien sûr consacrée à la culture. 99.8 quand même. Voilà, 99.8, c'est sur Radio Gaillac et il y aura plein de belles nouveautés sur cette radio. Je vous invite à m'écouter la semaine prochaine de 15 à 17. Voilà, ben c'est fini. Mendy, bon appétit. Merci, vous aussi. On vous retrouve demain. Demain, comme d'hab, et avec toute notre équipe demain matin. Et puis notre nouveau réalisateur, oui. Nathan. Oui, tout va bien. Bon, ben, bien. Oui, mais on a un nouveau réalisateur, tout est allé, on a entendu. Bienvenue, Nathan. Tout est bien passé, tout est bien passé aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, rendez-vous à partir de 12h30 précis, on sera avec vous. On va recevoir M. Didier Bergen, qui est architecte. On parlera avec lui justement de ce rapport sur l'architecture, sur les maisons d'études à Saint-Martin. On va recevoir aussi M. Jean-Claude Glandor, qui est agriculteur. Et là, par rapport à ce qui s'est passé dans le Sud-Basset. Voilà, tout est dit. Ciao, bye bye. Il est pratiquement 14h. Nous nous payons.